Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui 24 heures après mais avec le même niveau d'euphorie. D'habitude on dit que le débrief est fait à froid mais là c'est pas le cas parce que le niveau de bonheur est le même qu'hier soir, le même que cette nuit durant laquelle on a failli perdre notre voix sur les Champs-Élysées jusqu'à 2 heures du matin à célébrer bien sûr cette qualification en finale de la Ligue des Champions absolument formidable, aberrante, inédite je dirais. Alors il y a celle il y a 5 ans dans un contexte qui, lui, pour le coup, était vraiment inédit. C'est le mot parfait, Covid, machin, à Lisbonne, contre Munich. Mais là, c'est tellement particulier au vu du parcours qui nous a été imposé. Jouer déjà sur la phase d'élimination directe, 3 Anglaises, des équipes qui ont les qualités de nos défauts. Hein. C'est vrai que le PSG de Luis Enrique, cette équipe de petits, dans tous les sens du terme, joueurs jeunes, insouciants, joueur petit physiquement, hein, c'est vrai que face à des Anglais qui athlétiquement t'imposent des physionomies qui collent pas trop avec une équipe qui veut absolument le contrôle du ballon, qui canarde aussi dans la surface, avec un gardien, des défenseurs pas très à l'aise sur les situations de centre, eh bien aller chercher 4 victoires sur les 6 matchs que tu as joués en élimination directe, hein, avec à chaque fois des momentum où ça peut basculer en ta défaveur, mais tu as un gardien extraordinaire, tu as des sauvetages, Pacho, par exemple, au match retour contre Aston Villa. La chance, une abnégation de la part de tout le monde. Il y a des mauvaises prestations, notamment hier. Mais toujours une volonté d'aller au bout des actions, d'aller chercher. Je trouve que nos latéraux illustrent bien ce que je veux dire là parce que à chaque fois sur les actions, ils sont un peu dépassés parce qu'il n'y a pas une grande culture défensive. Ils ont parfois du retard à l'allumage face à leur vis-à-vis, mais ils vont se battre, ils vont aller chercher le corner, la touche, essayer d'aller mettre le pied jusqu'au dernier moment. C'est valable aussi pour nos ailiers, Kvaratskhelia qui a transcendé et changé la face de cette équipe. Non, ce parcours est absolument incroyable et donc cette qualification a vraiment une sensation toute particulière. Alors, déjà par rapport à 2020, tu arrives en finale avec un parcours, disons, un peu plus normal. Il y a les allers-retours. En plus, un nouveau format Ligue des Champions à appréhender avec déjà plus de matchs. On parle de 17 matchs de Ligue des Champions cette saison pour le PSG. En plus, on ne s'est pas facilité la tâche. On a eu les matchs de barrage additionnés aux 2 de plus sur la phase de saison régulière par rapport à l'ancienne version de la Ligue des Champions. Des phases de poule où pour une équipe du chapeau 1, je rappelle qu'au mois d'août, quand on fait le tirage au sort, les statistiques nous disent le PSG ont eu le pire tirage de l'histoire, le pire tirage possible pour une équipe du chapeau 1 au moment de tirer les poules. T'es mal embarqué. Rappelez-vous la purge qu'était le match contre Gérone, avec cette espèce de contre son camp provoqué de manière miraculeuse par Nuno Mendes à la fin. Les matchs contre le PSV Eindhoven. Mais Ousmane Dembélé, prenons l'exemple de Dembélé. Dembélé, Eindhoven, il est incapable de marquer s'il joue toute la nuit. Le Bayern, il y a le carton rouge, la sortie du groupe contre Arsenal. Et donc là, on commence carrément à se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des dissensions avec Luis Enrique, voire même imaginer lors du prochain mercato, un Dembélé qui serait sur le marché de transfert. Et aujourd'hui, notre joueur clé. Mais, paradoxe, joueur clé qui est sur le banc. Et c'est pas un non-événement bien sûr hier soir, parce que ça reste notre meilleur joueur, surtout à la finition, d'autant plus quand tu le remplaces par Barcola. Mais le travail de Luis Enrique, de Luis Campos le board a tellement été colossal ces dernières années que aujourd'hui, par rapport à l'époque où on faisait tout un psychodrame des blessures de Neymar, de Mbappé, de Verratti, bah en fait Dembélé il est sur le banc et voilà quoi. On passe à autre chose très rapidement, j'ai envie de dire. Donc c'est extraordinaire. Les adversaires rencontrés, comme j'ai dit pour les poules, mais même dès les 8e, te taper le leader de Première Ligue et de la phase de saison régulière, Liverpool, aller les éliminer chez eux en ballottage défavorable. Aston Villa d'Unai Emery, le Arsenal d'Arteta, la progression sur la saison. Hein, on l'a dit, on a utilisé Dembélé en exemple, mais c'est vrai que cette équipe, je ne sais pas quel a été le tournant, si c'est Salzbourg. Enfin, je pense que le tournant de la saison, alors il y en a qui diront c'est le match contre City. C'est vrai que ce match a sûrement été absolument fondateur, enfin cette deuxième mi-temps. Après, j'ai plus tendance à dater le tournant à la mi-décembre.
pas forcément le match contre Salzbourg, mais plutôt un tout. L'enchaînement Salzbourg-Lyon-Monaco. Et là, vraiment, c'est là où on a commencé à mettre des 4 buts à des adversaires qui pourtant étaient bons, faisaient leur match. Alors pas Salzbourg, parce que c'était vraiment pas bon, mais Lyon et Monaco derrière, tu vois. Tu réussis à enchaîner, t'as l'éclosion de Désiré Doué, le début de Dembélé qui commence à scorer. Je pense que ça a été le tournant de cette saison où tu as eu une progression absolument incroyable et d'habitude le PSG excellait en poule et au final au printemps disparaissait. Là on a eu l'inverse, voilà. Ce qui se passe est absolument exceptionnel et en plus par rapport à 2020, bon, on va pas se mentir, Covid, en plus en plein mois d'août où tout le monde était un peu dispatché en vacances, à penser à la reprise de la rentrée. Là, on est en plein mois de mai, tout le monde, c'est le début des beaux jours, le début des matchs où il y a le coucher de soleil au coup d'envoi, les gens qui commencent à ressortir dans les bars, machin, reprofiter du début de l'été. Là, c'était qu'un mois, le Final 8 en 2020. Là, un mois, c'est quasiment le temps qui va s'écouler entre ce qui s'est passé hier et la finale à Munich, quoi. Donc ça va être un mois de mai absolument formidable. Déjà, merci à l'équipe de nous offrir cette douceur pour le début des beaux jours, un parcours beaucoup plus au long cours. Et puis voilà, enfin des moments que tu partages quand même avec du monde, tes potes, des inconnus. Voilà, beaucoup de buts, cette sensation de dominer. Bon, pour moi, c'est complètement différent de 2020. Ce qui se passe là, pour moi, c'est quasiment inédit. Tellement c'est incroyable. Et j'espère que le 31 mai, on la prend parce que c'est vrai que celle-là aurait beaucoup plus de saveur que celle perdue contre le Bayern en 2020. Bon, allez, passons au match. Il y a énormément de choses à dire. Même si c'est vrai que c'est le genre de match, déjà où t'es pas très bon, il faut le dire. Hein. Je trouve que globalement, sur les matchs à élimination directe, ça a peut-être été notre moins bon. Ou alors celui où l'adversaire nous a mis le plus en difficulté. Notamment sur les premières 20-25 minutes. Là, c'est vrai qu'on a vraiment été dans le dur sur les relances, sur la gestion quand on récupérait le ballon. Et Arsenal, pressing tout terrain, ont vraiment bien joué. Des ajustements d'Arteta aussi sur Vitinha pour l'annuler complètement. Et il y avait quelque chose sur ce début de match qu'il faut pas non plus oublier. C'est donc cette absence de Dembélé. Hein, puisque revenons quand même sur la compo alignée. Déjà, le fait qu'on ait un groupe au complet. Début mai, donc travail fantastique du staff, mais ça on le dit dans chaque débrief, hein, à part Dembouz qui était visiblement pas prêt. Et d'ailleurs, son entrée conforte Luis Enrique dans le choix de ne pas l'avoir titularisé, parce que clairement, il n'était pas à 100% Dembouz. Mais voilà, ça n'a pas été le sujet d'un psychodrame. T'as mis Barcola à sa place, dans tous les sens du terme, déjà sur la feuille de match, et en plus au début en faux neuf. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un petit gap sur la finition entre Dembélé, qui est létal sur cette deuxième partie de saison, et Barcola, qui est en perte de confiance. Et ça l'a encore été. Il faut vraiment travailler là-dessus, parce que hier, il y a des gestes qui sont assez peu compréhensibles aux abords même dans la surface. Et de l'autre côté, Arsenal qui arrive avec leur communication. On va le faire, on a été les meilleurs. On va imprimer notre jeu machin pour au final arriver. Alors certes, j'ai loué les 20-25 premières minutes, mais le plan de jeu dès la 3e, c'est les touches Stock City, quoi. Hein, c'est les dégagements de Raya direct dans la boîte. Les coups francs à 80 mètres, j'envoie un giga par pain et on voit ce que ça donne sur le second ballon, quoi. Arteta est peut-être un peu trop arrogant quand il nous dit qu'il a été meilleur, que c'est pas rien si Donnarumma sur les 2 matchs est le meilleur joueur sur le terrain. Ça, je suis pas d'accord sur l'aller. On l'avait dit, hein, pour moi, à l'aller, c'était vraiment Fabian Ruiz, notre homme du match. Par contre, hier, c'est peut-être Donnarumma. Et en fait, cette distinction, il l'a dès les 10 premières minutes. Parce qu'on sait pas ce qui se passe si on les prend, ces buts, où il fait des arrêts absolument monumentaux contre Martinelli et Odegaard. On sait pas ce qui se passe. Et bon, en tant que supporter parisien, on peut aisément le deviner, quoi, l'esquisser un peu. Donc, c'est vrai que Arteta qui nous dit ça, je me dis, quand t'arrives et que ton plan de jeu se résume un peu, alors certes, t'as un très bon pressing, c'est vrai. Par exemple, Saliba, c'est monté sur le début du match, ça fait du mal. Enfin, déjà, la prestation de Saliba est titanesque.
Mais visiblement, il serait un peu en instance de départ, machin. Ça parlait du Real Madrid, j'ai pas trop suivi. Mais s'il veut venir à Paris, il n'y a aucun problème. Alors c'est vrai qu'il a joué pas mal de matchs à Marseille, des classicos aussi. Mais quel défenseur! Quel défenseur! Et puis surtout avec ballon. Bon bref, sur le plan de jeu d'Arsenal, donc c'est vrai que tu as cette prestation individuelle très forte. Mais sinon, c'est balancer des parpaings dès le début. En fait, c'est marrant parce que à la 3e minute, c'est ça. Hein, c'est la touche longue. Ok. Et à la fin, quand il court après le score, c'est ça aussi. Jusqu'à casser le rythme. Alors qu'il devait en mettre évidemment du rythme. Hein, c'est le but. Et aussi, trop de dépendance à Bukayo Saka. Voilà, toujours le chercher, machin. Bon, il n'a pas fait l'exploit. Et d'ailleurs, il y a eu des commentaires positifs à son égard. Moi, je suis supporter d'Arsenal. Je lui en veux à mort pour le louper. Parce que s'il remonte à 2-2 sur cette fin de match-là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Alors après, c'est vrai que s'ils égalisent et qu'on va en prolongation, on a sûrement plus de ressources qu'eux physiquement pour gagner sur les prolongues. Mais le raté est quand même assez dingue, quoi. Assez monumental. Bref. Bon, le début de match pour les Parisiens est quand même très compliqué, faut le dire. Les arrêts de Donnarumma sont absolument incroyables. Alors, le premier, oui. Le deuxième, encore plus. Sur la frappe d'Odegaard, c'est vraiment démentiel. Et en fait, l'arrêt est parfait en tout point parce que après, il reste au sol, tu sais, pendant 2 minutes. Et ça casse le rythme d'Arsenal. Nous, voilà, on se calme, on peut parler, tranquille, on reprend nos esprits. Et même ça, en fait, c'est positif. Donc, on a des relances qui sont très compliquées, très hasardeuses. Nuno Mendes, un milieu effacé, Vitinha qui est très bien marqué par les joueurs d'Arsenal. Des attaquants qui sont assez peu trouvables parce que c'est vrai que Dembélé, quand il est faux neuf, il décroche et dans les circuits de relance, il apporte énormément. Là, Doué, c'est plus montré quand il était face au jeu. C'est vrai que dos au jeu, on n'a pas vu grand-chose. Et Saliba, voilà, Saliba qui porte le ballon. À un moment donné, il y a un renversement sur Martinelli, mais qui est incroyable. Mais je me dis, tous les ailiers du monde, parce que dans le débrief du match aller, on parlait de la notion d'ailier aujourd'hui, que voilà, le but d'une équipe, c'était de foutre son ailier en 1 contre 1 et après lui laisser faire la différence. Une équipe qui ne fait pas ça peut aller nulle part. Et c'est vrai que Saliba, quand je vois ce renversement, je me dis, nous on a les ailiers qui font les différences, mais si on pouvait avoir un défenseur qui, comme ça, le ballon part de sa moitié de terrain, quoi. Et il fout Martinelli en 1 contre 1 face à Hakimi. C'est vrai que c'est très très fort. Et donc Barcola, faux neuf, qui se perd un peu, qui court dans le vide, avec Désiré Doué qui est à droite, qui défend bien. Mais Luis Enrique est très lucide et intelligent. Il inverse très rapidement. Avant même le quart d'heure, Barcola retrouve le côté droit et Désiré Doué l'axe. Donc ça, c'est à signaler. Le choix initial n'était pas forcément le bon. Je l'ai pas trop compris en fait. C'est vrai que j'ai pas trop compris. Désiré m'avait vraiment plu contre Monaco. C'était en décembre, je rappelle, hein, ce match où il était en faux neuf. Il marque d'ailleurs. Et même à l'Emirates, en fait, quand Dembélé sort, c'est Doué qui est faux neuf pendant 5 minutes jusqu'à l'entrée de Gonzalo. Et là, mettre Barcola, bon, je sais pas, au début, ça m'a un peu surpris. Et voilà, que Luis Enrique revienne dessus rapidement, c'est quand même tout à fait positif. Arsenal nous gêne vraiment. À la relance, t'as un pressing tout terrain. Marquinhos, à un moment donné, c'est marrant. À un moment, Marquinhos fait une relance plein axe, enfin pas plein axe, mais dans le demi-espace droit, là, pour personne, en fait. Il n'y a personne dans la zone. En gros, il envoie un ballon dans une zone comme ça. Et là, j'ai eu un flashback, je sais plus quel but, peut-être le premier ou le deuxième, à St. James Park, l'année dernière, contre Newcastle, rappelez-vous. Où il fait une relance pareille à personne, en fait. Un espèce de ballon pied en rupture comme ça, et ça arrive nulle part. Et là, je me dis, c'est vrai qu'on souffre dans des dimensions qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Objectivement, déjà, mon flashback Newcastle, c'est quand même un flashback assez lointain et d'un match où on avait vraiment pris la sauce. Je trouve que sur la phase d'élimination directe, il faudrait prendre un peu plus de recul. Mais là, les amis, je vais vous dire, là, je pense qu'à une chose. Je suis en stage jusqu'à la mi-juillet et sachez que ma première semaine de vacances, ce sera quoi? Les journées en calbut à me refaire les 17 matchs du parcours de Ligue des Champions. Bah, si on l'apprend. Si on l'apprend pas, j'aurais peut-être plus de mal. Mais ça va tellement être légendaire. Non. Le stock de chips, de bière, tout ce que tu veux.
les vacances de rêve, tout simplement. J'ai trop hâte. Et d'ici là, on espère la prendre à Munich, ce serait quand même plus sympa. Mais bon, bref. À ce moment-là, peut-être que je reviendrai vers vous, mais je pense que ces 20 minutes-là, même Liverpool ne nous ont pas imposé ça. Et c'est vrai que sur la saison, on a vraiment, enfin, au moins depuis janvier, on n'avait pas autant souffert que sur les 25 premières minutes d'hier, je trouve. Voilà. Et tu as tes problèmes de relance, les attaques d'Arsenal qui sont en nombre, Timber qui vient aider Saka sur le côté droit, mais Nuno Mendes un peu sur un fil. Et quand tu récupères aussi, tu as nous qui collectivement sommes un peu paumés. C'est vrai qu'on est un peu perdu, tiraillé entre je mène le contre très rapidement de manière verticale et je pose le jeu, je fais tourner et vivre le ballon. Et c'est vrai que ça a mené à des petites incompréhensions, des passes pas très bien dosées. Fabian Ruiz à un moment donné, des contres pas très bien lancés. Donc c'est vrai que là-dessus, les changements de rythme et tout ça, c'était assez difficile de les trouver, une équipe un peu désorganisée. Et puis arrive cette action de la barre de Kvaratskhelia qui est une très belle action. Là, j'aimerais signaler la passe de Marquinhos entre les lignes. Tu vois, on est en difficulté et il va chercher, c'est Kvara qui fait l'appui pour Doué et Doué qui la remet à Kvara. Et la passe de Marquis est vraiment belle. Donc ça, c'est à signaler parce que le reste de son match est globalement moyen et on va un peu le critiquer quand on passera à sa prestation. Mais là, la passe, elle est vraiment bien effectuée. On relance et boum, on annule les deux lignes d'Arsenal. Et Kvara, Kvara, cette capacité à se créer des occasions, s'ouvrir le chemin du but tout seul, dans des situations qui, initialement, sont pas du tout en sa faveur, c'est très fort. Et donc, ce ballon qui vient s'écraser contre le poteau rappelle à Arsenal qu'on est le PSG, qu'on peut marquer n'importe quand, et qu'il faut peut-être qu'ils se calment un petit peu sur leurs attaques. Voilà. Et donc, ils se calment un peu. Nous, on reprend un peu le ballon, on leur met la pression, capacité à être dangereux sur une multitude de situations. Je parlais du Arsenal qui est devenu une caricature de l'équipe coup de pied arrêté, pendant que nous, de l'autre côté, le poteau est construit sur la super passe de Marquinhos sur une relance. Le but, il arrive justement sur un coup de pied arrêté, mais ça, on va y revenir bien sûr. L'occasion de Barcola sur un contre éclair très rapide. Enfin, voilà, une palette très diversifiée. Et bien sûr, un réalisme, une efficacité incroyable, parce que finalement, le but de Ruiz, c'est peut-être de la première mi-temps l'occasion la moins franche, quoi. C'est bon, la frappe qui a peut-être le moins de chances d'aller au but, mais quel but. Alors déjà, revenons sur Ruiz, le contrôle poitrine pour se la mettre sur son bon pied et dans l'axe du but, incroyable. Voilà, la frappe ensuite, alors il est aidé, c'est touché par Saliba, machin, mais elle est incroyable. C'est le résultat de sa confiance actuelle, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on a vu un joueur qui, par moments, rayonnait en première mi-temps sur le milieu, maîtriser le tempo, le volume de course. C'est aberrant. Et donc, ce but, c'est un clin d'œil magnifique à la demi de l'année dernière contre Dortmund quand même. Parce que c'est vrai que l'année dernière, dans le jeu, il avait été plutôt bon, mais les loupés ont fait que on l'a détesté, et à raison, parce que c'était atroce d'avoir ça. Et là, il est bon dans le jeu et à la finition pour son premier but en Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment beau. Et alors là, j'aimerais quand même revenir sur Arsenal qui arrive. Donc, comme on l'a dit, plan de jeu coup de pied arrêté, relance du gardien, j'envoie dans la boîte. Tous les gros plans qu'on a eu sur Nicolas Jover, on n'en pouvait plus. Plus vu que Madaron cette semaine, celui-là. Et alors, les touches. Le retour de Partey qu'on redoutait, tout ça pour que le mec fasse que des touches, d'accord, se prenne pour l'Islande à l'Euro 2016, fasse le quarterback, et surtout, parfois c'est ridicule. C'est-à-dire qu'au début du match, bon, ok, mais à la fin, quand t'es mené, d'accord, qu'on est à la 80e et que t'es obligé de marquer, que t'es devant, t'es proche du but adverse, que t'obtiens une touche, et que là, en fait, t'as Martinelli qui prend le ballon et qui dit « il est où Partey ?» que l'autre, il est à l'autre bout du terrain, qu'il lui faut 45 secondes pour venir, 15 pour qu'ils fassent leur technique de je sais pas quoi, là, de se mettre tous ensemble dans la surface, machin, et qu'ensuite, il fasse sa touche.
c'est insupportable, quoi. Hein. J'ai envie de dire c'est insupportable. Et je serais supporter d'Arsenal, mais j'aurais pété mon crâne. Mais vraiment, hein, vraiment. À chaque fois, une bonne minute pour faire la touche. Et forcément, enfin voilà, ça casse le rythme, alors que une équipe qui doit remonter un score, je suis désolé, elle obtient une touche, elle la joue tout de suite. Et elle met la pression sur l'adversaire. Et nous, en pure légende, on est là, hop, on commence à peine à presser l'adversaire, et Kvara obtient une faute, un jaune en plus sur l'action de Rice, coup franc un peu excentré, le même Thomas Partey des touches et du retour qu'on devait attendre, qui nous fait la superbe passe décisive pour Fabian Ruiz, et voilà, ça fait but. Arsenal qui laisse quand même un joueur tout seul aux 18 mètres. Là, on n'a pas vu de gros plan sur Nicolas Jover à ce moment-là. Mais exceptionnel. Vraiment, je me suis régalé. Ça, c'est le foot, quoi. Hein. C'est le foot. Et cette idée d'aller toujours chercher les coups de pied et machin, ça en dit long sur les ambitions dans le jeu aussi d'Arteta et d'Arsenal. Voilà, bref, le coup franc complètement anodin obtenu grâce à la compatibilité de Kvaratskhelia. Sur l'action là qui obtient le coup franc, je note aussi la passe laser de Pacho pour Désiré Doué qui est hors-jeu. C'est une passe en profondeur, certes Doué est hors-jeu, mais Arsenal relance de leur camp, quasiment de leur surface, et nous du coup on peut enclencher une situation de pressing. Et au final, dessus, on obtient un coup franc. Donc ça fait plaisir. Ensuite, tu as un temps fort. Là, c'est vrai que tu as un temps fort. Tu peux clairement doubler la mise. Alors, l'occasion de Doué, c'est avant l'ouverture du score. Mais après, tu as celle de Barcola là, sur la passe de Kvara. Peut-être que Kvara, bon, lui fait une passe pas parfaite. Ce qui oblige Barcola à faire cette espèce de crochet sur son pied. Bon, c'est un peu bizarre. Mais au tout début de l'action, Barcola met la pression sur les Lewis Kelly. Hein, pareil sur cette action, c'est-à-dire que Lewis Kelly a le ballon, Barcola va venir le gêner, du coup le joueur d'Arsenal va paniquer et faire une passe à personne, que Ruiz va récupérer, Ruiz passe laser pour Kvara sa part, et Barcola se retrouve face au but contre super bien lancé. Alors le début de deuxième mi-temps, c'est aussi un gros tournant. Hein, bien sûr, on revient des vestiaires, on mène 1-0, et on se dit, si on passe l'heure de jeu, là on pourra quand même commencer à changer de caleçon. Et les autres seront un peu plus propres. Globalement, Arsenal avait plus grand-chose dans les chaussettes. C'est vrai que le début de deuxième mi-temps n'avait pas grand-chose à voir avec la première. Et physiquement, ils étaient très émoussés. On a réussi à remettre le pied sur le ballon. Et c'est vrai qu'avant notre deuxième but, bah voilà, il y a une grosse séquence. Le penalty déjà. Le penalty. Et des situations de possession, le petit numéro de Vitinha, des 1-2, des débordements, des prises de profondeur, où tu sentais qu'Arsenal commençait un petit peu à perdre un peu le fil. Et au final, voilà, ce but d'Hakimi, avec encore une fois Kvaratskhelia dans tous les bons coups. Hein. C'est-à-dire qu'hier, la production offensive a forcément été moins bonne que d'habitude. Hein. Le match a été moyen dans sa globalité. Mais alors lui, Kvara, dans tous les bons coups. Et donc, le but, encore avec Partey impliqué, quoi. Hein. Le duel entrée de surface un peu paumé, la passe de Dembélé et la spontanéité du Marocain pour venir doubler la mise absolument exceptionnelle. Et au final, un match où Arsenal a plus de 3 expected goals. Alors, ce qui s'explique d'abord par l'énorme raté de Saka, qui, je crois, fait 0,8, et le but aussi. Leur but, parce que je pense qu'il compte pour beaucoup le but. Et nous, on a 1,74. Mais bon, aussi dans le 1,74, il y a 0,75 du péno de Vitinha, loupé. Donc c'est-à-dire qu'on les a gagnés avec moins de 1 expected goals, puisque le penalty n'a pas été mis, quoi. Donc c'est assez exceptionnel. On s'est tellement mangé des stats, mais de fou malade sur la première partie de saison, où on sous-performait à fond, que là, voir ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, voir ce PSG tout maximiser avec un énorme Donnarumma, et on va finir la vidéo avec lui, bien sûr. Voilà. Je trouve que hier, c'est l'homme du match. Bon, alors encore une fois, l'UEFA, ils mettent Hakimi, bon, ça fait vraiment toujours débat, quoi. T'as l'impression qu'il regarde que les deuxièmes mi-temps à chaque fois. Parce que sa première a été quand même plutôt moyenne, mais on y reviendra demain, hein, bien sûr, il y aura une vidéo demain. Donnarumma, voilà, qui fait un énorme match, et son statut, justement, d'homme du match,
il est acquis au bout de 10 minutes. Parce que c'est vrai que ces deux arrêts-là, bah, en fait, il y a les arrêts, mais il y a surtout le moment qui fait que c'est tellement, mais tellement clutch. Bon, il y a rien à dire. Rien à dire sur ce début de match de Donnarumma. Le second, voilà, c'est un arrêt dingue. Les sorties aussi, hein. Entre les deux arrêts, il y a une superbe sortie sur un corner au deuxième poteau. La communication avec ses partenaires, il parle beaucoup et tout ça, même si par moment, notamment avec Pacho, à un moment, il y a une petite incompréhension. Même avec ses pieds, hein. Avec ses pieds, il est bon, il est serein. En seconde, celui sur Saka. Oh, la frappe à bout portant qu'il repousse, là, c'est exceptionnel. Après, si on a à être un peu tatillon sur l'énorme loupé de Saka, bon, c'est vrai qu'il sort peut-être un peu en retard. Il est un peu court sur l'action, quoi. Mais heureusement, sans... Et peut-être même que le fait que Donnarumma se trouve un peu a surpris Saka, en fait. Peut-être que Saka ne s'y attendait pas tellement Donnarumma était fort jusque-là. Mais sinon, enfin, c'est statue devant le Parc des Princes, quoi. C'est saison absolument légendaire. Mais légendaire. Et prolongation... Écoutez, la prolongation, il va aller la chercher. Hein. Le foot va tellement vite, c'est exceptionnel, quoi. Mise en suspense par les supporters. C'est vrai qu'on avait marre de lui sur la première partie de saison. Mais le club aussi, hein. Luis Enrique qui ne le titularise pas à l'Allianz Arena en novembre. Luis Campos qui met les négociations en stand-by. Là, bon, il y a l'émir qui va venir pour Roland Garros. Et comme d'habitude, vous allez voir, les prolongations, elles vont se décanter. Pourquoi? Ah bah, parce que, croyez-moi, qu'il va les signer, les chèques en blanc. Et Donnarumma, il va la prendre, sa prolongation, là. Parce que je pense qu'au Qatar, ils doivent être dans une euphorie des plus totales. Mais vraiment. Donc, on va suivre ça. On espère que sa finale contre l'Inter sera tout aussi incroyable. Alors là, il y aura un vrai duel entre lui et Sommer. Là, ça va être duel des titans. Mais vraiment, entre deux équipes ultra réalistes, des gardiens comme ça... Là, ça va être un match... Enfin, il y a des gens qui sont pas hype par la finale. C'est peut-être parce qu'ils regardent pas l'Inter. Peut-être parce qu'ils connaissent pas trop la Serie A. Déjà, ça fait du bien. Mais bah, on y reviendra demain. Déjà, j'ai tout noté, les projections sur la finale, machin. On y reviendra dans la vidéo de demain. Les amis, prenez soin de vous. Et bien sûr, demain, on va parler des uns et des autres dans la deuxième vidéo débrief de cette demi-finale. Bref, bonne soirée à tous. Et on se dit à demain. Ciao les amis.